become annoying at times. Yes, sir. Well, there's a new ship, but she's got the right name. Now, you remember that, you hear? I will, sir. You treat her like a lady. She'll always bring you home. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette saison 3 de Trek in Historia. Bonjour Arcadie. Salut Cérim. Comment vas bien? tu vas? Très moi bien. toujours. Ah. Ah bah voilà, si on commence en voilà, même c'est temps. le bordel, tout à fait. Toi d'abord. Moi, ça se passe. J'ai pas mal de taf, donc c'est cool. J'ai 2-3 petits projets que je potasse dans mon coin. Je suis en train de me refaire toute la mythologie de Superman et de vraiment développer ma propre lecture du personnage. Donc, ma propre analyse de ce que je trouve intéressant de développer chez lui. Puis là, je me refais aussi les Batman. Donc ça a commencé par Lois et Clark, puis je me suis refait tous les films. Puis je me suis refait tous les dessins animés des années 2000, qui est excellent. J'ai déjà fait les 10 saisons de Smallville il y a plusieurs années, donc j'ai pas besoin forcément de les garder en tête. Je les ai en tête. Mais donc voilà, dans les petits projets, il y a ça, il y a ça, et puis il y a le reste. Et toi ? Et ben on a les épisodes de Space Opera qui s'enchaînent sur le podcast. Allez les écouter, ils sont très bien. Et ouais, qui me prennent du temps parce que oui, on a découvert l'autre jour que c'était moi qui faisais la musique aussi. Oui, c'est pour ça que ça me prend du temps. C'est pas tant le sujet qui est compliqué à faire, c'est de faire la musique derrière. Et voilà, donc on essaye. Et puis on a Fils de pub, Entreprendre à l'étranger, tout ça derrière qui prend un peu de temps aussi. Par rapport à ton projet de Superman, divergeons tout de suite. Oui. Je te conseille aussi de regarder pas mal d'épisodes de Supergirl. Oui, la série qui a sur Netflix, c'est du Arrowverse. Supergirl du Arrowverse. Voilà. J'en ai regardé quelques-uns, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'épisodes crossover avec Superman et toute la Justice League du Arrowverse. Ils sont assez intéressants, et notamment le méchant Lex Luthor, joué par le... Ah, j'ai oublié comment il s'appelle dans Mon oncle Charlie, là, le frère. Ok, j'allais dire le chauve, mais c'est Lex Luthor qui est chauve. Voilà, ouais. Et qui a une barbe. Ouais, voilà, bref, vous verrez, il est étonnant dans ce rôle-là. Et sachant que moi, Superman, ma vision a changé à cause de Kill Bill. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Ouais, mais pour moi, c'est une vision erronée. Et bah, voilà. Et parce que c'est Bill qui donne cette lecture, donc ce serait quand même bizarre que ce soit que la vérité sur Superman soit donnée par l'énorme méchant amoral du film. Mais on pourra faire un épisode pour en parler, parce que t'inquiète pas, surtout que ça va dans l'optique Trek in Historia, voilà, la SF, dans Star Trek, dans l'utopie. Mais je connais la théorie killbillienne à laquelle j'adhère pas. Et tu sais ce que signifie le S sur le blason de Superman ? Oui, ça. Attends, dans l'univers ou en vrai ? En vrai. En vrai, c'est-à-dire genre quand le mec il a mis un S, c'est ça ? Quand les deux créateurs l'ont Non, je sais pas. Le S de Samson. Parce que c'est donc deux juifs, deux hébreux, et dans la culture hébraïque, l'équivalent d'Hercule, c'est Samson. Ah bah ok. Voilà. Super Vous savez tout, voilà, je sais. Franchement, on apprend plein de choses. Hein, de toute façon. On apprend plein de choses. Mais ouais, c'était. Mais du coup, voilà, pour l'instant, je suis en train de bosser mon Superman, donc c'est-à-dire visuellement à quoi il pourrait ressembler, qu'est-ce qu'il est, à mon sens, on devrait dégager, quel pourrait être le premier ennemi intéressant qu'il pourrait rencontrer. Et en fait, petit à petit, je suis en train de créer une première histoire, une histoire de Superman dans ma tête. Et je fais la même chose avec Batman, alors à savoir que le meilleur acteur pour incarner Batman, c'est Scott Adkins, qui est un praticien d'arts martiaux, qui est regardez-le quand il fait Yuri Boyka. Vous tapez Yuri Boyka, Scott Adkins, vous matez ce mec se battre, vous vous dites putain, ça c'est Batman. Il est à la fois beau en Bruce Wayne, et il a une brutalité à la Batman qui serait juste parfait, quoi. Donc voilà. Bien aujourd'hui, on va parler de Star Trek doit-il s'adapter ? Alors c'est un plot, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis un petit temps. On sait qu'il y a Strange New World saison 2 qui a commencé. Et moi, j'ai vraiment envie de me la refaire, la série, parce que je la trouve
J'ai beaucoup aimé la première saison et j'attends la saison 2 avec un shotgun au coin de la rue. Pourquoi ? Parce que la première saison, pour moi, elle était super sympa, mais il faisait ses gammes. C'est-à-dire qu'après Discovery et Picard, où ils essayaient quelque chose de radicalement différent, Strange New World, ils revenaient à la source, quoi. Et c'est bien de revenir à la source, mais il faut encore que il faut aussi proposer quelque chose en plus. Quelque chose qui est propre à cette série-là, au même titre que quand on fait TNG, c'est exactement ce qu'est Star Trek TOS, mais avec 20 ans plus tard, à peu près, et avec une nouvelle lecture, avec plus de moyens, avec plus de choses mises en œuvre qu'il y avait pour TOS. Donc il y avait un petit apport. Et donc, moi, il y a cette question qui est Star Trek doit-il s'adapter ? Parce que... donc je vais revenir un petit peu sur le pitch que j'ai écrit. Star Trek, ça existe depuis 1966, pardon, à savoir bientôt 60 ans, et on compte maintenant, il y a 11 séries différentes. Faut prendre aussi en compte les films et les bandes dessinées, parce que même pour moi, même si elles développent des univers de la série, c'est-à-dire elles vont développer TNG, elles vont développer TOS, et compagnie, ça reste qu'elles sortent à une période différente. Genre les films, ils sortaient 20 ans après la fin de la série, le premier film. Et donc, chaque décennie est marquée par ses propres obsessions sociétales. Et du coup, c'est normal, en fait, on va les retrouver dans les œuvres de fiction que ces périodes génèrent. Je vous donne un exemple. En 2001, il s'est passé un truc qu'on peut pas dire sur YouTube, mais il s'est passé un truc, et en fait, ça a été un des thèmes obsessionnels très importants pour la décennie après. Je vous donne un exemple à la con, mais qui a marqué encore maintenant. Mais si vous regardez Thor de Dark World, donc le Thor 2, chez Marvel, l'ennemi est invisible, il plane un petit peu au-dessus de soi, on sait pas d'où il peut venir et tout ça, et c'est un des vaisseaux qui s'écrase complètement dans le palais d'Odin et qui détruit tout Asgard. Donc c'est un truc qui a marqué profondément le cinéma. Je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Bobine qui parle du cinéma post-11 septembre. Et la question pour moi, c'est que le fait qu'une obsession soit dans l'air du temps lui donne-t-elle la légitimité de transformer l'œuvre à laquelle elle se greffe ? L'œuvre est-ce que l'œuvre doit-elle s'adapter à son époque ? Que veut dire s'adapter ? Et est-ce qu'une fiction perd son intégrité première pour se muer en... Quand est-ce qu'une fiction perd son intégrité première pour se muer en autre chose ? Et est-ce que c'est inévitable ? Donc voilà, moi c'est un peu tout ça dont j'ai envie de parler. Forcément, à notre époque, c'est toute la question, par exemple, est-ce que Star Trek doit parler en écriture inclusive ? Doit écrire de manière inclusive, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps des questions qui se posent au niveau de la société et qu'on va considérer comme progressistes. Star Trek étant une œuvre utopiste progressiste, les gens doivent-ils, dans Starfleet, écrire de manière inclusive ? C'est une des questions. La question de la transidentité a déjà été abordée, notamment dans Discovery, je crois, si je ne me trompe pas. Et bien même avant dans TNG. Et bien même avant, mais voilà, la question de la transidentité est l'une des questions les plus... est très facile, est révélatrice de ce dont je veux parler. C'est que bien avant, la question a déjà été évoquée, je crois, dans TNG. Tout à fait. Dans la transidentité. Mais la manière dont ça a été évoqué dans TNG n'a pas été évoqué de la même manière que ça a été évoqué dans Discovery. Pourquoi ? Parce que l'époque a changé et la manière de réfléchir ces questions-là est différente. Donc voilà, en fait, voilà, ça c'est ma question. Et donc je te laisse un peu mettre un peu de contexte, s'il te plaît, Cyril. Allez, vous avez 4 heures, philo, let's go. Voilà. Alors, effectivement, est-ce que l'œuvre doit s'adapter ? Déjà, à quoi elle doit s'adapter ? Est-ce qu'elle ne doit pas s'adapter aussi au format de diffusion que les gens ont ? Et on s'aperçoit qu'effectivement, par rapport au support et par rapport au public visé, la série s'est toujours adaptée de façon commerciale à qui elle devait séduire. Que ça soit TOS, la série ressemble à tout ce qui se faisait dans les années 60 en termes de série, à la différence que c'était dans l'espace. Voilà. Quand on regarde un épisode de Doctor Who de l'époque, ou quand on regarde, je sais pas moi, Mission Impossible au même moment,
c'est un peu long, ça démarre lentement, c'est toujours le même schéma. On peut carrément faire, oui, un schéma type de l'épisode, Mhm. quoi. Voilà. Après, pareil, Next Gen, DS9 et Voyager s'adaptent à l'arrivée du câble, du satellite, de la syndication. Alors, c'était déjà fait, mais ça s'adapte à tout ça, c'est-à-dire une diffusion multicanale sur lequel on commence à avoir des gens qui sont consommateurs de séries aux États-Unis. Et puis, arrivé. Alors, Enterprise, on en parlera après, mais Enterprise, c'est la série qui a jamais trouvé son public et qui a jamais su s'adapter en termes de format. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive à un format où on commence à découvrir Imul, le peer-to-peer, le partage sur Internet. Donc, la série se fait pirater et là où on commençait à avoir tout ce qui était animé japonais ultra violent, là où on commençait à trouver des contenus qu'on trouvait pas parce que les chaînes de télé ne les achetaient pas parce qu'il n'y avait pas, ça rassemblait pas un public large, c'était vraiment des publics spécifiques. On tombe sur une série Enterprise dont les 2 premières saisons sont très familiales et ça passe à côté, quoi. Et après, de Discovery, Picard, Lower Decks, Strange New World, Prodigy, oui, ça s'adapte à sa diffusion étant donné que c'est des séries qui sortent sur les plateformes de streaming. Tout à fait. Donc en plus avec alors c'est marrant, en plus en étant à contre-courant de ce qui se fait, c'est-à-dire en ne sortant pas les séries d'un bloc, Ouais. en sortant les séries alors que la mode veut que les séries sortent d'un bloc, mais non, en sortant les séries un peu en feuilletonnant. Après, dans la revendication, TOS, que ce soit Star Trek, c'est une série où l'homme devient plus grand que le concept d'humanité. Mhm. L'idée, c'est d'aller au-delà de ce qu'on est, de nos tensions, de nos divergences et d'accepter l'autre. Effectivement, TOS répond à cette problématique en pleine guerre froide, en plein mouvement des droits civiques. Mhm. Avec Uhura, avec Chekhov, avec Sulu. On est dans un monde très utopiste, Mhm. où la technologie a permis d'effacer les différences et où on va à la recherche des autres différences pour les comprendre. L'idée, c'est ça, de comprendre les mondes étranges et nouveaux. Alors, là, Next Gen, c'est un petit peu différent parce que Next Gen, la réelle problématique de Next Gen, c'est que pendant qu'on tourne la série La Nouvelle Génération, on tourne les autres films Star Trek TOS. Ok. Je crois qu'on commence à tourner le 3. Pourquoi ? Parce que les décors de La Nouvelle Génération servent aussi de temps en temps en les remodifiant au film. Et c'est pour ça que la série a une qualité graphique, même pour l'époque, qui est un peu surprenante parce qu'en fait, elle récupère aussi les décors des films. Donc, l'un dans l'autre, c'est tout ça. Et là où la série est quand même très pro-américaine au début, très pro-atlantiste, on va dire, la fédération ressemble à l'ONU, on va pas se le cacher. Les films sont un peu plus une sorte de... Allez, je vais faire très vite, mais ils s'adaptent pas en fait à la question du moment. À part Star Trek 4 Retour sur Terre, où il y a une question environnementale, Ouais. les films, ça ressemble un petit peu, tu sais, au chant du cygne du western. Ouais, Tu c'est sens... le dernier baroud d'honneur, en fait. Voilà. Et puis, il y a même une petite vibe dernier baroud d'honneur des héros qui n'ont jamais eu vraiment l'occasion, à leur prime, d'avoir justement, d'exercer, d'atteindre leur prime, justement. C'est un peu dur à expliquer, mais ils ont jamais été vraiment au top au moment de la diffusion de la série. Ils ont jamais pu exploiter. Quand je vois TOS, j'ai pas l'impression qu'ils ont pu exploiter leur potentiel. Et du coup, on les fait revenir dans le 1, 2, 3, 4, 5 6 et 6 pour un dernier baroud d'honneur. Mais pour moi, les films, je les aime bien et ils font un peu mal, les retraités. Oui. Le petit côté retraité, il y a ça dans Futurama, je crois. Oui, t'as une espèce de Kirk complètement vieux et t'as un Kirk jeune qui existe aussi en même temps. Et c'est vraiment ça l'idée de ce baroud. Tu sais, c'est les années 80, 90, c'est le début du nouvel Hollywood et la fin du nouvel Hollywood. Avec les Lucas, Spielberg, Coppola, machin. Scorsese. Voilà. Et on arrive en plus sur... tu vois, c'est des films chorales où tu as plein de personnages. Donc, chaque personnage a un petit moment à lui dans le film. Puis, donc, on arrive au milieu des années 90 avec des McClane, des Stallone, des Schwarzy qui portent le film à eux tout seuls. Ouais, c'est vrai. C'est un changement d'air. Et puis, pareil, un changement d'air où
les vieux films, tu vois que c'est des gens qui prennent le temps de faire un film, Ouais. de faire des beaux plans sur les montagnes, des beaux plans. Voilà, ils prennent le temps de faire un vrai film de cinéma. Et on arrive aux années 90 où on a consommé de la télé. Mhm. Donc on a tous une culture plus ou moins visuelle. Ça, c'est un truc qu'on partage avec toute l'humanité. Allez, je vais encore me la racler, mais c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Si je vous dis maillot de bain rouge et gens qui courent sur la plage, Ouais, tu penses à Alerte à Malibu. Ouais. voilà. Et tu diras la même chose à un Indien, il te dira la même chose. Un Mhm. Japonais, il te dira la même chose. Et la télévision, c'est peut-être la seule culture qu'on a en commun à travers toute l'humanité. On n'aura pas Ouais, lu les mêmes livres. avec quand même des grosses différences pour certains, mais c'est vrai. Je Oui. comprends ce que tu dis. Genre Michael Jackson, tout le monde Voilà. l'a connu, il a explosé grâce au clip, même s'il était connu déjà avant. Mais Et- c'est avec Thriller, qui est le premier clip de MTV et compagnie. Ouais, je vois ce que tu veux. Exactement, voilà. Et tu vois, et c'est même transgénérationnel. Est-ce que tu connais Supertramp ? Ouais, Voilà, Supertramp, premier clip en 3D d'MTV. ok. Voilà, et on n'a pas tous vu, mais on connaît tous Supertramp, on connaît tous les jaquettes. Bref, il y a des films comme ça où même sans avoir vu le film, les gens se disent je connais l'image. Mhm. Et donc tu vois, c'est la seule culture qu'on partage, et c'est vraiment ce soft power américain qui débarque dans les années 90 et qui explose tout. Ouais. Et donc on arrive là-dessus, et là on a Voyager, DS9, Enterprise qui commence à être en fait, si tu veux, je vais le mettre entre parenthèses, à s'adapter en se disant bon bah voilà, il y a un mass média qui est la télé. Mhm. Et ben pour se différencier, il faut presque faire de la série d'auteur. Ok. Parce qu'il y a plein, voilà, il y a un millier de chaînes qui débarquent, toutes les chaînes veulent des séries, des programmes, et c'est là où ça foisonne tous les nanars qu'on aime tant, ou toutes les séries qui n'ont qu'une saison, où on a développé des idées. Ouais. Voilà, je pensais par exemple, là j'ai vu 2 films là récemment, j'en ai vu un qui s'appelle Faust, Ouais. et un avec Christophe Lambert aussi fin des années 90, c'est des trucs, il y a une bonne idée dans le film. Hein. Et t'as un mec... ouais, alors ça s'appelait pas Beowulf, ça s'appelait Métamorphose avec Christophe Lambert. Wow. Voilà, personne l'a vu. Faust aussi, adapté d'une bande dessinée Ok. des années 90. Bref, pareil, en comics, il y a plein de choses qui émergent, il y a plein de nouveautés, on repense le monde. Et ben voilà, DS9 et Voyager s'adaptent en fait dans le courant des années 90, un peu contestataire, où on se rend compte que tout ce qu'on nous a promis pendant les 30 Glorieuses, c'est pas si rutilant que ça. Mhm. Alors que Next Gen, même s'il y a l'arrivée des Borg, continue sur cette idée de l'amélioration de l'homme par la technologie. DS9 et Voyager un peu moins, ça reste candide, mais DS9 commence à introduire le fait que, avec cette phrase célèbre de DS9, c'est facile d'être des anges au paradis, mais quand on est au bord de mais l'enfer, la c'est gageure de la compliqué. section 31. Voilà, et la On gageure. en a Mais, déjà parlé, on vous renvoie à la vidéo. mais justement, voilà, DS9, par exemple, c'est une des premières séries dont les auteurs se disent on s'est servi de ce qui s'est passé au Balkan, genre la guerre des Balkans, pour faire la chose. Voyager, l'idée c'est de mettre l'humanité face à la réelle ultime frontière et voir si elle garde son humanité. Ouais. Simplement, comme tu le dis, dans les années 2000, il arrive ce problème d'attentat qui arrive en pleine production d'Enterprise. Et en fait, les années 2000, tu vois, c'est là où Star Trek s'adapte. Et je ne sais pas si elle le fait bien, mais tu sais, on a eu le bug de l'an 2000. Ouais. Pour les plus jeunes qui ne nous connaissent pas, les gens étaient à cause d'une programmation qui était un peu étrange, les gens étaient persuadés que le monde, il y allait avoir un crash informatique mondial et qu'on allait tous revenir à l'âge de pierre. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que les compteurs n'allaient pas jusqu'à au-delà de 99. Et en fait, la question se posait, c'était que comme quasi tout était informatisé, si je dis pas de conneries, la question c'est est-ce qu'il va continuer sur 2000 ou est-ce qu'ils vont se remettre à zéro et donc on va perdre toutes nos datas et les banques et les machins, tout repose repose encore sur PC, mais reposait sur PC. Et donc en fait, il y avait une vraie question c'est ça le bug de l'an 2000. Donc moi j'ai appris ça, j'ai vraiment renseigné là-dessus il y a pas longtemps et j'avoue que l'angoisse elle est puissante et elle est légitime quoi. Si tu te dis juste à l'époque les mecs ils avaient pas pensé à compter au-delà de 99 et que tu sais pas comment ton PC va réagir, ça fait mal quoi. Je suis un peu plus vieux que toi. Moi je me rappelle avoir fait la queue avec mon père à la Fnac pour acheter le correctif Windows 2000 qui nous permettait de survivre au bug de l'an 2000. Et puis il y avait aussi ce délire avec les Mayas. Bref, avant 2012, il y avait déjà aussi ce délire avec les Mayas et leurs blagues millénaires. Mm-hmm. Bref. Et en fait, ce qui est intéressant dans Star Trek Enterprise, c'est que Star Trek joue sur cette nouveauté de la technologie. Voyager l'avait fait aussi. Je me rappelle d'une pub où tu voyais tous les acteurs de Voyager qui étaient en mode regardez, j'ai
comment dire, j'ai un caméscope numérique. Regardez, j'utilise un Apple. Regardez, il y avait des trucs comme ça. Ils avaient fait la promo comme ça déjà pour Voyager. Et Enterprise, c'était encore pire parce qu'en plus, c'était les premiers écrans plats. C'était plein de choses, quoi, les baladeurs. Bref. Et Voyager surfe sur cette nouveauté de l'an 2000, sur ce côté nouveau millénaire, nouvelle technologie. Allez, on repart à zéro. Et très vite, elle part sur les côtés les plus sombres qu'on a eus dans ces années-là. Et là où moi je vais avoir un problème avec Enterprise à l'époque, c'est ce pessimisme. C'est ce pessimisme qu'on va te retrouver dans toutes les séries de l'époque. Le Caméléon, Total Recall 2070, Farscape. Ouais. Il n'y a rien de bon dans l'humanité et qu'arrive à un moment, l'ennemi est soit de l'intérieur, soit c'est une méga corporation. C'est un truc qui nous dépasse. Et là, Enterprise a voulu jouer, tu vois, sur les deux tableaux et c'est jamais adapté. Et c'est pour ça que ça a fait que 4 saisons. Hein. Et c'est jamais adapté en fait au climat ambiant. Ok. Je pense, moi. Hein, voilà. Et après, on arrive sur l'ère Discovery, Picard. Bon, Lower Deck, on va en parler aussi après, quoi. Mais on arrive sur ce côté Discovery, Picard et Strange New World, qui sont une adaptation, mais digérée. C'est-à-dire qu'on a attendu de voir ce que les autres produisaient. Tu vois, tu parlais d'Orville. Ouais. D'Orville comme un héritier. On parlait souvent de L'héritier. Voilà, un héritier possible. Battlestar Galactica pour de la SF différente, tu vois. Alors, la différence que je vais mettre, par exemple, je n'ai pas vu Battlestar Galactica, mais pour me mettre renseigné et tout, quand je vais mettre, c'est que Battlestar Galactica sont les enfants d'eux. Tu vois, il y a la différence entre les enfants d'eux, c'est-à-dire qu'ils n'existeraient pas sans Star Trek, et donc vont exister soit en reprenant, en comparaison, soit en réaction à Star Trek, et The Orville qui est clairement l'héritier, qui est des valeurs, c'est-à-dire The Orville fait du Star Trek. Donc c'est pareil d'autres séries que j'ai déjà vues. Tu te dis clairement, ces mecs-là ont vu Star Trek et ils sont Star Trek est dans l'ADN. Mais je pense même à Superfly, c'est possible. Firefly, pardon, Superfly. Tu vois. Très bonne musique de Jump, pour ceux qui aiment ça. Et enfin, du coup, voilà. Donc moi, je mets quand même une séparation. Je sais pas qui va dans quoi, mais pour moi, The Orville est un héritier total et l'héritier complet de Star Trek. Il est le Star Trek des années 2020. Et là où d'autres séries vont plutôt être les enfants d'eux, petits-enfants d'eux, à degré où ils vont s'éloigner ou répondre directement, plus ou moins directement, à la thématique qu'apporte Star Trek. Donc voilà, bref, ça c'est juste un autre débat pour une autre question, pour un autre sujet qui pourrait être intéressant. Mais les deux franchises vainqueurs des années 2000 en SF, ça reste Stargate et ça reste Star Wars. Ça, c'est... 98, il y a le reboot de la première trilogie. Ouais. Alors moi, je me rappelle que j'étais au cinéma pour aller les voir. Il y a Independence Day, il y a tout ce renouveau de la science-fiction spectaculaire et de la science-fiction, alors tantôt légère et qui redéfinissait notre paysage. C'est-à-dire que Stargate, le concept est assez fort, j'en ai déjà parlé 10 fois, mais le concept, c'est de nous dire toutes vos croyances sont dues aux extraterrestres. Les pyramides, c'est les extraterrestres. Chronos, c'est un extraterrestre. Les Asgard, c'est des extraterrestres. Et c'est vraiment des séries qui ont impacté les années 2000, tantôt avec cette légèreté, parce que ça restait drôle, ça restait familial. Independence Day, je sais plus qui je regardais, je crois que c'est Revu, je sais pas si vous regardez cette chaîne québécoise, le gars a dit clairement toutes les phrases de dialogue de Independence Day, c'est une phrase qui fait avancer l'intrigue et une punchline de réponse. C'est que ça, tac, 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 c'est un tango. Et je trouve d'ailleurs, pour compléter, je trouve que pour m'être fait quand même pas mal de saisons de SG1, il y a avec SG1 le retour à la SF un peu plus humble. Que justement techniquement tu vois avec et ça colle avec ce que tu expliques, mais avec TNG qui avait bénéficié des décors des films
un peu amélioré, offrait vraiment directement un spectacle beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, même si t'es toujours coincé sur le pont et t'as 2-3 salles, mais tu as cette notion d'extrêmement vaste. Et en fait, que Star Trek ne fera qu'aller plus loin, en fait, là-dedans, ou, enfin, genre jusqu'à Discovery, enfin, moi, j'étais quand même, la chose qui m'avait accroché, c'était cette esthétique où t'étais dans l'espace et tu partais à l'aventure. Et que j'aimais bien avec Stargate, c'était qu'il y avait ce côté 3 blocs de mousse et oh là là, une civilisation extraterrestre, tu vois. Et que j'appréciais, quoi. Et les mêmes forêts canadiennes que les Goa'uld avaient terraformées sur les multiples univers. Puis, Et il y a- il y avait ce retour à la SF humble qu'on retrouvait dans TOS, justement. et puis de la SF qui arrêtait de se prendre la tête, qui n'était pas Oui. de la hard-fi. Star Trek, moi je trouve toujours à tort que ça a été toujours identifié à de la hard-fi, à la hard-fi, c'est-à-dire de la science-fiction qui t'explique tout. Dans Stargate, très rapidement, on arrête de t'expliquer pourquoi ils parlent tous la même langue. Hein. Ouais, tout Au à fait. début, ils galèrent pendant 3 épisodes, Janet Jackson, et puis après, ils parlent tous anglais dans l'univers. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Alors que dans Star Trek, on t'explique que 2-3 fois on se comprend pas parce que le traducteur il y arrive pas ou que il y a des problèmes temporels super compliqués. Et dans Stargate, tu vois, dès qu'il y a un problème super compliqué de physique, t'as Samantha qui sort une phrase super compliquée et derrière t'as toujours O'Neill qui fait une blague. Ouais. Genre on n'a pas compris, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a le fameux épisode pour terminer la bulle Stargate, un épisode que j'adore, qui est l'épisode où il découvre la série de Stargate, donc Worm, X-Worm, Extreme Warlow, ouais. Extreme World, machin, et en fait, le personnage de Carter est un personnage trekien. Mm. Où elle fait les bazars positroniques, elle te sort un truc à la con, et tu vois Carter qui surkiffe, et donc tu comprends qu'en fait Carter est une pure Trekkie, qui surkiffe son personnage trekien dans la série, et que clairement Teal'c c'est un Spock, quoi. Enfin voilà, ça m'a beaucoup Voilà. fait rire. Et t'as l'épisode 200. T'as l'épisode 200 où ils vont se moquer de First Cape, avec les vrais Ok. maquillages de First Cape, de Star Trek. Ils se moquent de toute la SF, en fait. Et pour la Ok. petite blague, c'est très rigolo, c'est que dans cet épisode, il y a Claudia Black et Ben Broderer qui jouaient les personnages de First Cape. Ok. Et donc, ils rejouent leur propre rôle presque dans l'épisode Ah. 200. Tu vois, c'est très méta, quoi. Et bref, voilà, donc c'est cette série qui marque les années 2000. Et donc, pour une fois, et c'est toujours ce qu'a su faire de bien Star Trek en termes d'adaptation, c'est de regarder ce que font les autres avant de faire. Oui, c'est parce qu'on arrivait sur Discovery, et donc il avait Voilà. regardé ce qui avait été fait, ouais. Et là, Discovery, et c'est un des problèmes de Discovery, c'est il s'adapte trop à son époque. Exactement. C'est-à-dire qu'ils font un marketing revendicatif. Donc ça, c'est carrément un cas de pub à regarder. Je vous l'ai déjà dit 2-3 fois, mais durant la conf de presse, ils nous font voir le vaisseau. Alors tout le monde dit « Ouais, c'est joli, machin et truc ». Le fan hardcore, il va reconnaître le vaisseau qui aurait dû être l'Enterprise de la phase 2 si la série Star Trek TOS était revenue. Donc le fan hardcore, il est super content. Voilà. Et puis, on arrive à un moment revendicatif en marketing en disant, et c'est là où la série passe à côté, parce qu'en plus, avant est arrivée la trilogie de J.J. Abrams. Ouais. Et Discovery arrive en disant, et je vous le refais en direct, oui, alors vous avez aimé les personnages de la KTL, donc des films d'Abrams, ouais, et ben il y en aura des tout pareils. Hardcore, visionnaire, machin. Ouais. Vous aimez les extraterrestres? Ouais, il y en aura encore plus. Bah, génial. Vous aimez les gays? Bah oui, on n'a rien contre les gays. Bah, il y en aura. Cool. Vous aimez les robots? Oui, il y en aura. Ouais. Vous aimez les robots gays? Il y en aura aussi. Bah, attends, c'est pas marketing, ça. Tu vends pas des êtres humains ou de l'orientation sexuelle. Et du coup, là où il y aurait pu avoir des super... Moi, je m'en fous qu'ils soient gays, les personnages. Tout à fait. Ça a été super intéressant de voir, mais c'est de surmarketer ça. C'est-à-dire, bon, voilà, on a un personnage non-binaire qui arrive, super intéressant. En plus, il héberge en son sein une variante homme. Donc, dans sa tête, il y a un homme et lui, physiologiquement, c'est une femme. Donc, forcément, il va se considérer comme non-binaire. Très bien, ça se tient. Et puis, effectivement, il va devoir évoluer là-dessus, expliquer aux gens qu'il ne faut pas dire il ou elle.
parce que il sait pas qui il est, quoi. Très bien, c'est génial. Ouais, vous avez vu, on a mis un non-binaire. Ouais, mais là, en fait, tu es contre-productif. Ça devient un argument de vente. Voilà, tu es contre-productif, donc c'est pas intéressant. Ok. Et pareil, c'est-à-dire dans la façon d'amener la chose, moi, je suis toujours persuadé que le fait que Burnham soit pas un capitaine, c'est très Hollywood politique. J'exagère, mais vous allez comprendre. Dans la période dans laquelle sort Discovery, on est dans une période où politiquement, on fait des tests. En France, il y avait les gens de Nuit debout. On avait vu ce qui s'était passé en Grèce, où des financiers avaient essayé de prendre le pouvoir et finalement Podemos, le parti d'extrême gauche, avait réussi à arriver au pouvoir alors que le pays était en banqueroute. De l'autre côté, les Américains découvraient que le gouvernement était incapable de gérer des banquiers véreux qui avaient amené à la faillite des millions de gens avec la crise des subprimes et la crise bancaire. Et donc, on s'est dit, on va pas mettre un chef, on va pas mettre un capitaine, on va mettre un grouillot, un mec de la base, parce que les gens vont se reconnaître dans les mecs de la base. Je vois. Et du coup, ils sont partis dans l'adaptation là-dessus en disant, on va voir quelqu'un qui galère, qui avait raison, mais qui galère à cause d'une infrastructure politique qui la dépasse et qui va essayer, contre vents et marées, d'avancer. Et là où... Vas-y, continue. Ouais, et là où avant Star Trek était politique, mais pas en disant, voilà, on revendique des nouveaux droits, en disant, regarde, je te mène la preuve par A plus B que si tu fais ça, ça se passe pas bien sociétalement, mais que si tu fais ça, on y gagne tous. Et là, Discovery est en mode, vous avez vu, en fait, les chefs, c'est tous des cons. Ouais. Et que si on écoutait le grouillot de base, on s'en sortirait mieux. Mais pour moi, ça, c'est. Je suis d'accord avec la finalité, mais pour moi, c'est pas genre à cause de la crise des finances, des banquiers et tout ça. C'est en fait, c'est l'émergence de la culture du réseau social et de la culture du mass, la culture. Je veux dire, quelques temps avant, t'as Robocop qui se fait traîner pendant 2 ans, un truc comme ça, parce que des fans ont juste gueulé. Et en fait, c'est le pouvoir donné aux petits, et de là découle, pas de là, mais va découler, avec ces abus, et va découler la question, une des questions sociétales, c'est le petit a raison parce que le puissant a tort. C'est-à-dire, donc en fait, quand vient la notion d'opprimé et d'oppresseur, qui a mené les guerres, qui était en fait le fer de lance idéologique des mouvements militants donc de ces dernières années, avec cette binarité oppresseur-opprimé, avec ce que ça impliquait dans le packaging, etc. Et qu'en fait, il y a juste eu cette binarité. Donc en fait, le chef est forcément un blanc, le chef est forcément un connard, le chef est patati patata. Avec tout le reste. Mais donc, c'est là que justement vient mon propos. C'est que, si ça ne dérange pas, je reprends un peu la balle. En gros, au niveau de l'adaptation, pourquoi, en fait, Discovery est un échec. Et c'est pour ça que je suis très curieux. Et Lower Deck est un échec. Mais pourquoi ? Parce que, toutes les deux, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, comme tu viens de l'expliquer et qu'on vient de se rendre compte, en fait, il n'y a pas qu'une manière d'adapter. L'adaptation se fait sur plusieurs niveaux qui coexistent en parallèle et en même temps, tout le temps. C'est-à-dire que c'est à la fois le média de diffusion qui va influencer l'adaptation. Comme tu dis, il y a eu les plateformes, il y a eu la télévision avec toutes les chaînes. Il y a eu, tu vois, à la fois il y a son époque et pour Star Trek qui est quand même va vendre une utopie et donc va vendre ce qu'il considère être des idéaux qui correspondent à cette utopie, forcément va puiser dans les questions sociales de son époque, tu vois, c'est-à-dire dans un monde de guerre froide, en perpétuelle tension, on va dire, ok, les gars, ce qui est bien, c'est quand même de calmer le jeu et de coexister. Et donc, l'époque de diffusion, mais donc on a le médium, on a l'époque, et pour autant, et les obsessions sociétales. Et pour autant, pour moi, l'un des meilleurs exemples, c'est l'AKTL. L'AKTL est une bonne... l'adaptation, pour moi,
est importante, c'est-à-dire parce qu'il faut quand même que l'œuvre... donc, naturellement, l'adaptation se fait. En fait, clairement, on t'a répondu à la question. L'adaptation se fait parce qu'elle découle des gens qui vont l'écrire, qui sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans, etc. Et des obsessions de diffusion, des habitudes de diffusion des spectateurs, de consommation des spectateurs, donc ça va s'adapter. Donc l'adaptation se fait automatiquement. La question c'est comment réussir à garder ce qui fait le sel de l'œuvre. Ce qui fait que quand tu regardes un épisode de TNG et quand tu regardes un épisode de TOS et quand tu regardes un épisode de Voyager ou quand tu regardes un des films Star Trek ou quand tu regardes DS9, bon, j'imagine que c'est sujet à débat, mais tu te dis je regarde du Star Trek, tu vois. Là, je suis en train de mater un Star Trek. C'est qu'en fait, c'est l'essence même de l'œuvre est respectée. Et pour moi, pour revenir avec la Catel, c'est que la Catel est un des meilleurs exemples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on reprend l'archétype de Kirk, qui est un archétype qui, en vrai, quand tu te bases juste sur TOS, la série, c'est le pire comme si t'as fait un super épisode, allez voir l'épisode qu'il a fait sur les capitaines, où il dit que Kirk, c'est quand même l'un des pires capitaines de Starfleet, il se torche avec la directive première, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais, en fait, quand tu regardes dans l'épisode de la KTL, dans les 2 premiers films surtout, Star Trek et Into Darkness, tout ce qui fait l'ADN de Kirk est repris chez le nouvel acteur, je sais plus comment il s'appelle. Chris Pine. Chris Pine. J'allais dire Christopher Pike, du coup je comprends pourquoi je buguais. chez Chris Pine. Mais en fait, ce personnage est recontextualisé par sa lecture actuelle. Et c'était déjà dans Voyager, puisqu'à un moment donné, il y a Janeway qui dit « Mais s'il y avait un Kirk à notre époque, il serait en cours martial toutes les semaines. » Et en fait, dans Into Darkness, Christopher Pike le lui dit. Il dit, vous pensez que les règles sont au-delà de vous, vous pouvez vous torcher avec les règles. Et en fait, comme vous jouissez d'une chance insolente, ça vous donne raison. Vous pensez que ça vous donne raison. Et tout le trajet, le fait que la fin du deuxième soit un truc inversé, c'est le chemin, le parcours de Kirk par rapport à cette question-là, qui est, mais en fait, un jour, tu pourras pas, il y aura plus de scénario voué, que tu refuses qu'un scénario soit voué à l'échec, tu pourras pas faire autrement que de perdre une vie, qu'est-ce que tu feras ? Et Pike choisit la sienne. C'est pour ça que moi j'adore, la KTL, je l'aime beaucoup, parce que scénaristiquement, il y a plein de très 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 bonnes choses. Mais donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une adaptation qui respecte un fond. Quand je vois ce Kirk-là, ce n'est pas le Kirk de TOS, mais c'est un bon Kirk. Quand je vois le Kirk de Strange New World, qui va utiliser sa malice, son coup de bluff de poker, je retrouve le Kirk qui est pourtant, on verra certainement dans la saison 2, qui sera certainement un Kirk adapté. Le problème de l'écriture à la Discovery, c'est qu'est-ce qu'on a ? C'est que du coup, avec cette question de empowerment des minorités, pour parler, parce que c'est vraiment ça, c'est très large en fait, et surtout avec Netflix et tout, il y a eu un cahier des charges qui s'est mis en place de plus en plus lourd. Je renvoie à la série Sabrina et tout. C'est qu'en fait, l'ADN de Star Trek change. Je vous donne un exemple. Si la question actuelle est de questionner le patriarcat, en dénonçant le patriarcat, est-ce que Star Trek doit être une société patriarcale pour qu'on la dénonce ? Moi, je dis, ça, c'est comme ça qu'on l'écrirait aujourd'hui. Et moi, je dis, et c'est ce qui se passe avec la première saison de Discovery, où le seul méchant, c'est le blanc, hétéro, mâle, machin, et en fait, enfin voilà. Virilité toxique, Virilité tout ça. toxique, mes couilles, tout ça. Donc, c'est ce truc-là. Alors que, en fait, la dénonciation du patriarcat n'est pas un souci, et c'est même une des thématiques qu'il peut y avoir dans Star Trek, et qui y est déjà, notamment avec Janeway, même si c'est fait à son époque, mais elle existe déjà. Mais Star Trek présentant l'univers étant une utopie, ils peuvent pas. Tu peux pas te dire que ces mecs-là, c'est l'utopie, c'est TOS, machin et tout ça. Tu peux pas avoir vu depuis 60 ans Kirk parler à Uhura qui se remet à 100% sur son expertise depuis 60 ans, qui dit « Uhura, t'as un problème, j'ai besoin de toi, faut que tu danses toute nue au-dessus d'une dune de sable. » Ou quand elle analyse un truc, quand Uhura donne En fait, le truc, c'est quand Uhura donne son analyse, il y a tout le monde qui l'écoute. Parce qu'on dit elle est compétente dans ce qu'elle fait. Quand Janeway donne un argument, elle dit « Vous faites ça », eh ben tout le monde le dit, parce qu'elle a eu raison de le faire, parce qu'elle est la capitaine. Et t'as ça avec plein de personnages féminins dans Star Trek. Tu peux pas avoir tout d'un coup qu'en fait, Star Trek, c'est un truc dans lequel les femmes, comme chez nous,
où les femmes ont des problèmes pour monter en grade, où les femmes ont des problèmes souffrent du patriarcat, qui est une vérité. Mais tu peux pas le tourner de cette manière-là. Tu peux pas adopter, en fait, tu peux pas coller notre monde au monde de Starfleet et le tordre. Pourquoi ? Parce que il faut respecter l'origine qui est Starfleet est une utopie. Et je pense aussi que c'est pour ça que DS9 déconne, parce que il va trop loin, et déconne dans le sens à une perception très particulière, à une place extrêmement particulière, car il va à l'encontre de l'utopie de Starfleet, avec la gageure totale qui est la section 31. Et Lower Deck fait la même chose. Lower Deck te dit, les mecs du pont supérieur, c'est tous des connards arrogants. Et je m'en fous qu'après elle va évoluer et tout ça. C'est le plot de base. Et voilà, donc c'est là que la question de l'adaptation est extrêmement subtile, en fait, à travailler. Vas-y. Petite parenthèse sur DS9, par exemple, Kira, même si elle est la subordonnée de Sisko, elle est son égale. Ouais. Elle reste son égale, et Jadia aussi, quoi, presque. Et donc, on va parler de ça comme ça, mais par exemple, là, on parle de manière théorique. Oui. C'est pas des épisodes précis, Oui. mais dans Discovery, le fait que le médecin, c'est le médecin, hein, le chef médical, soit homosexuel, n'est pas présenté comme un truc genre vous avez vu, c'est incroyable, Starfleet, c'est l'utopie. Bon, peut-être dans la com ils l'ont fait, mais dans la série, non. Et en fait, et là, ça s'intègre le cahier des charges s'intègre parfaitement à l'œuvre, puisque à nouveau, Starfleet est une utopie. Oui, et c'est pas ce qu'il est qui est important, c'est ce qu'il peut apporter à la communauté. C'est ça, c'est ce qu'il peut. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, c'est là que ça devient très intéressant, parce que quand on voit maintenant l'adaptation, donc forcément, moi j'avais mis mon chargeur, j'avais mis mes cartouches pour les œuvres de cette dernière décennie. Mais pour moi, voilà, le truc est là, c'est qu'en fait, est-ce qu'une œuvre doit s'adapter ? Oui, une œuvre. En fait, c'est même pas qu'elle doit s'adapter, c'est qu'une œuvre va s'adapter naturellement. Parce que si on adapte une œuvre, on n'est pas celui qui l'a écrite à l'origine, on n'est pas issu des mêmes obsessions que cette personne à l'origine, des mêmes références culturelles. L'œuvre en elle-même a évolué pour devenir quelque chose d'autre. Cependant, il y a des éléments de base, à mon sens, qui doivent être respectés. Et donc, c'est là qu'on vient aux questions de qu'est-ce que Starfleet ? Starfleet est une utopie. Starfleet va défendre certaines valeurs. Pour reprendre avec DS9, pour avoir vu surtout l'évolution de DS9, donc j'avais commencé à regarder, mais j'ai pas continué, j'ai pas pris le temps pour ça. Mais surtout l'évolution de DS9 à travers les épisodes de la section 31 qui sont distillés dans la série. Ce qui m'a marqué, c'était Sisko. Oui, il y a les anges, ils vivent au paradis, en fait, il faut quelqu'un pour sortir les poubelles. Ça, c'est Sisko au début. Sauf que quand tu vois Sisko à la fin, avec l'apparition quand j'ai vu Sisko avec l'apparition de la section 31 et compagnie, j'ai vu un capitaine de vaisseau. Équivalent à celui, dans son attitude, à un Picard. Tu vois, même s'il a sa manière d'agir, il a cette vibe fleetienne de Starfleet. Il a cette vibe de Star Trek. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, qu'il faut se méfier d'une adaptation, d'enclaver en fait l'œuvre qu'on adapte dans les obsessions de son époque, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ça devient daté. Ça devient trop daté, et à moins de réussir à le mixer. Je vais vous donner un exemple que je trouve, moi c'est fabuleux, hein, c'est Le Seigneur des Anneaux. Clairement, ce qui a marqué Tolkien, c'est l'industrialisation massive, donc c'est un mec qui a vu ces collines se faire débouffer par des entreprises, et c'est l'industrialisation de la guerre, avec la première guerre mondiale. Et c'est pas Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est pas une allégorie de la Première Guerre mondiale, il a même lui dit dans une lettre qu'il le refusait ça, mais clairement ça l'a marqué. Notamment aussi son socle de référence sont des références des anciens textes, des anciens poèmes de l'Edda, Viking et compagnie. L'anecdote que tout le monde sait, mais c'est qu'en fait la Terre du Milieu existe pour que sa langue qu'il a écrite, le Kenwa, est un contexte d'existence. C'est un contexte en fait qui légitime son existence. Je sais pas si tu savais.
Non. Donc en gros, en fait, Tolkien, il adorait écrire des langues, parce que c'est un philologue et c'est un linguiste. Il a inventé une langue, et une langue n'existe qu'à travers les gens qui l'ont parlé et ce qu'ils ont vécu. Et donc en fait, la Terre du Milieu, c'est le contexte qui donne la légitimité à sa langue. C'est juste ça. Et en fait, il a dû écrire Le Seigneur des Anneaux, parce qu'après avoir écrit Le Hobbit, t'as son éditeur qui l'a poussé au cul pour écrire un bouquin, et il a fait, bon, je vais écrire Le Seigneur des Anneaux, mais en parallèle, vous me mettez le Silmarillion en édition en plus. Mais donc, du coup, les obsessions, les raisons des créations de Tolkien ne sont pas les mêmes que quand Peter Jackson va adapter l'œuvre, et qu'entre-temps, c'est 99, Le Seigneur des Anneaux, tu as 20 ans de jeux de rôle. Donjons et Dragons. Donjons et Dragons a déjà 20 ans. Tu as Star Wars qui est passé par là en termes de cinéma. Tu as Conan le Barbare en 82. Tu as tout un socle de lecture et d'écriture de la fantasy qui est pas du tout le même. Et c'est en plus, là, on parle d'un geek néo-zélandais qui s'amuse à jouer à filmer des maquettes avec un seuil de culturel un peu gore au niveau de ses films et tout ça. Forcément, c'est pas du tout la même manière Il a pas lu la même chose dans Le Seigneur des Anneaux que ce que le fils de Tolkien, Christopher Tolkien, lisait dans l'œuvre de son père. Et pourtant, les fondements sont là. Pourtant, les thématiques sont là. Et en fait, c'est dans les thématiques qu'on retrouve le sel de la fiction, l'essence de la fiction. Et c'est là que je veux en venir. Et c'est ça que peu importe l'adaptation qu'on va faire, peu importe, il faut pas trahir ça. Il faut pas trahir la cohérence du récit, la cohérence de l'univers. Si on te dit que Starfleet, c'est une utopie, Starfleet est une utopie. C'est pas un truc qu'il faut régler. Un exemple qui ça m'a saoulé, c'est la saison 3 de Discovery. La saison 3 de Discovery, ils ont défoncé Starfleet. Ils ont dit non mais Starfleet c'est de la merde, ça a tout pété, il y a eu un problème, l'humanité s'est déchirée, et heureusement que Burnham est là. Un autre exemple, Starfleet, Star Trek a toujours été le travail de groupe. Ils vont toujours à plusieurs sur les planètes, même si c'est Kirk dans les premières séries qui règle les trucs, mais il y a toujours un Spock à côté, un McCoy avec qui discuter, deux, trois red shirts pour crever. Ils ont toujours, et Discovery, c'est tout tourne autour de Burnham. C'est l'individualisme Voilà. des années 2000. Et ça ne fonctionne pas dans un univers comme Star Trek, même si on essaye de te vendre, vous avez vu le féminisme, girl power, strong independent woman, blablabla, blablabla, et en fait elle a juste raison, parce qu'elle est femme, noire, et ça lui donne le super pouvoir en fait. C'est exactement ça. Hein. C'est l'avènement et l'avènement d'un truc qu'ils avaient déjà amené dans Star Wars 9, c'est terrible. Hein, c'est l'avènement de la Marissou comme archétype de narration. Burnham est une Marissou, alors qu'à la base, oui, c'est la Marissou théorisée est une parodie de ce qu'on trouvait dans les fanfictions Star Trek. Mais c'était une parodie. Maintenant, avec Rey, je dirais pas son nom de famille parce que c'est pas vrai, donc avec Rey, avec Burnham, en fait, on te dit maintenant, c'est ça les personnages. Un personnage féminin est fort quand il est tout puissant, quand il a toujours raison, quand le scénario lui donne raison. Et cette manière d'écrire, ça peut fonctionner dans des univers. Je pense par exemple à la série Sabrina qui a eu sur Netflix. Peu importe ce qu'on pense de ce genre de personnage, moi j'en pense pas grand-chose de bien. Parce que je trouve qu'il faut qu'un personnage est intéressant quand il échoue et que tu vois pourquoi il va se relever et pourquoi il va surmonter les obstacles, qui se dresse pas quand il réussit tout ce qu'il entreprend. Ça c'est mon point de vue, mais ça ne va pas dans un univers comme Star Trek qui est fondamentalement collectif, qui tourne autour de ça. Tu peux pas venir dans un univers de Star Trek et dire en fait il y a tous les problèmes systémiques et sociétaux qu'on a chez nous. Tu fais non, c'est une utopie. Donc voilà, donc ça a l'air d'être un truc à charge sur les 10 dernières années, c'est parce que ça l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement, c'est pour ça que je trouvais que toute ta remise en contexte, désolé, je parle très longtemps, mais ta remise en contexte, Cyril, était intéressante parce qu'on a pu voir comment la série a évolué avec ses obsessions, mais qui jamais, à part pour DS9, où pour moi, ça a été très très loin, ça a mordu la ligne en fait.
sans forcément trahir l'œuvre. Mais qu'est-ce qui se passe que quand moi je regarde un DS9, je ne connaissais pas. Je suis allé une fois au casino de Star Trek à Las Vegas. Je connaissais pas du tout Star Trek à ce moment-là. Ben, j'ai vu des trucs DS9. Et quand j'ai vu DS9, les packaging, tout ça, à aucun moment, je me suis dit, c'est pas du Star Trek. Ça avait sa place. Alors que c'était un peu plus sombre et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un peu... je vois que tu as des choses à dire, les syndromes de l'élu. Alors, déjà, c'est surtout sur les années 2000, tu as raison. L'échec d'Enterprise, c'est que dans les années 2000, on arrive sur le... Tu sais, commence à arriver sur ces théories que le pouvoir est en toi, que c'est l'individu qui va changer le monde. Ouais. Et comme tu l'as dit, Star Trek, c'est une série de communautés. Ouais. C'est une série communautaire. Et on l'a vu avec des séries comme à succès comme Community, ouais. que le syndrome ou Big Bang Theory, que c'est le groupe. Les gens ont continué à chercher le groupe paradoxalement, mais Enterprise a vendu le groupe assez mal. Et du coup, c'est pour ça que ça a échoué. Et c'est pour ça que Discovery, après, les gens ont digéré le fait que l'individu à lui seul pouvait pas tout. Et quand tu as vu ce syndrome de l'élu, c'est ça, hein, Burnham, c'est le syndrome de l'élu. C'est le complexe Matrix. C'est de toute façon, ça a été écrit que tu allais sauver le monde, sauve le monde. Ouais. Et tu peux pas échouer. Et c'est pour ça que Discovery, alors, n'a pas été aimé par les anciens et n'a pas cette aura. Alors, toi, que peut avoir Strange New World ou Picard. Picard, moi je sais que je l'ai fait voir à des gens qui connaissaient pas Star Trek et m'ont dit c'est super intéressant. Ouais. Même s'il y a des longueurs et machin. Et la troisième saison de Picard, elle est juste géniale dans ce côté. Et c'est là aussi que je trouve que l'adaptabilité d'une série a sa limite, à vouloir l'ancrer dans sa décennie. Star Trek, ça nous vendait du futur. Oui. Ça nous vendait de la projection en termes de technologie, en termes d'aventure. Et Discovery saison 4 l'a compris, avec notamment cette refonte de tous les vaisseaux de la Fédération et cette technologie du morphing perpétuel des vaisseaux, qui est super intéressante. Donc ça nous redonne, faut pas oublier que voilà, ça nous redonne une vision dans l'avenir, notamment aussi avec tous ces écrans qui sont en 3D, mais 3D que tu peux toucher, holographique. Ouais. Tu vois, là où j'ai trouvé ça super intéressant. Picard aussi nous propose je sais pas si tu as vu la saison 3. Non. Mais j'ai commencé mais j'ai pas tout maté. Il y a déjà donc cette nouvelle trinité qui arrive avec le fils Crusher, Seven of Nine et la fille La Forge. C'est-à-dire qu'ils sont en mode oui, bon, vous avez fait de la merde, les vieux, on va faire mieux que vous. Et qui sont en mode on est foufou de la tête et on se fait réprimander toutes les 10 minutes et on dit ah oui, merde, il y avait un règlement, on aurait dû le suivre. Et ce nouveau capitaine, le capitaine là de comment il s'appelle, c'est pas l'USS Titan, c'est bref, le capitaine de Seven of Nine. Ouais. Aigri comme c'est pas permis, mais tu sais comment dire, en fait c'est nous le spectateur. Ok, ouais. d'accord. Ouais, c'est nous. Tu vois, quand Picard lui dit, et Riker lui dit, oui, alors on n'est pas venu faire finalement une visite d'inspection. On est venu vous demander si vous vouliez prendre votre vaisseau pour aller à un endroit où on n'a pas le droit d'aller, machin. Il sert une bouteille, tu sais, un verre de rouge. Il les regarde, il fait non. Et il passe à autre chose, tu vois. Et puis il leur dit, non mais si vous croyez qu'on va détruire un empire romulien ou qu'on va se fighter contre les Borg et machin, moi j'ai pas le temps, hein. Vous gérez vos délires tout seul. Et tu sais, c'est nous quoi, genre en mode. Mais je l'adore ce capitaine, je l'adore. Mais il a ce cynisme de notre époque. Et en même temps, il est en mode bon, puisque vous m'avez mis dans la merde, j'ai pas le choix. On y va, les vieux. Vous faites chier, les vieux, tu vois. Par exemple, il y avait ça, hein, je me rappelle au début de Picard, où ça m'avait un peu choqué, mais je trouvais ça sympa, mais après... Et en même temps, ça m'avait choqué, où t'as Picard qui arrive et qui dit, oui, voilà, il arrive à Starfleet, il fait, oui, Captain Picard, bon, déjà, t'as la meuf, je crois, au début, qui fait, qui ça tu fais... Alors déjà, moi, et là, ça, c'est un problème, parce qu'en gros, on va égratigner la légende. Le problème qu'il y a, c'est que Picard est une légende. Et peu importe ce que tu penses du personnage en tant que scénariste, tu ne peux pas tu outrepasses. En faisant ça, tu outrepasses. Parce que, je veux dire, c'est comme si Schwarzenegger arrivait quelque part. Je ne t'entends plus. Mais je parle pas. Ah, pardon. J'ai vu tes lèvres bouger. En fait, c'est comme si... il y a des personnes... Picard,
c'est Schwarzenegger dans les années 2000. Tout le monde, le gouvernateur, tu vois, donc encore tout le monde sait qui c'est. Ouais, mais Et Riker, il est égratigné dans les films. Kirk, il est égratigné plusieurs fois dans les films. Avec la jeune génération. oui, mais ça ne change pas son moment de gloire. Et pareil, il Oui. est gratiné dans la KTL. C'est pour ça que j'aimais bien ce principe où, c'était ça le problème. Il y a un problème dans la scène, c'est juste il y a en deux temps, parce que t'as la femme à l'accueil qui fait vous êtes qui? Et tu fais mais meuf, non, c'est Picard, désolé. Par contre, quand il va voir l'amiral et qu'il dit non, mais en fait j'arrive et je veux un vaisseau. Et que la meuf, elle fait, mais sérieux, toi, tu prends ta retraite, tu te ramènes, tu penses qu'on va te filer un vaisseau comme ça. Ça, c'est une vraie égratignure. Ça, c'est un truc qui est cohérent. Donc, c'est là qu'on revient à la cohérence de l'univers. C'est que c'est parfaitement cohérent que, aussi héros sois-tu, mec, déjà, t'as chié sur Starfleet à un moment, ça peut pas partir comme ça. Et en plus, au niveau protocole, on peut pas juste filer un vaisseau comme ça à un mec parce qu'il a demandé, aussi Picard que tu es. Mais venir les gratiner sur sa réputation, c'est quand même venir à l'encontre. Enfin, je veux dire, il y a ici, j'ai l'autobiographie de Jean-Luc Picard, post-préfacée par Q. C'est pas rien, ce mec, en fait. Ouais, mais du coup, ça, tu vois, là où je suis... Allez, je mets un bémol. C'est que ça continue à l'inscrire dans la légende. Quand ce nouveau capitaine, Sean, leur dit non, vous faites chier, vous avez pété des univers, vous avez créé plus de problèmes que vous en avez résolus et que moi, j'ai pas le temps de faire de la paperasse, déjà, c'est drôle. Ouais. Et puis, ça a une logique. Puis après, quand tu comprends, je te spoil pas, mais quand tu comprends pourquoi Sean, il a cette réticence envers Picard, tu commences à avoir de l'empathie pour lui. Tu dis, ah ouais, mais il a raison finalement de penser comme il a pensé. Puis après, il les aide quand même parce que c'est des petits vieux. Et quand tu vois, mais en fait, c'est des petits vieux. Et c'est là où je trouve que ça les rend légendaires. C'est que même en tant que petits vieux, ils arrivent à foutre un tel dawa dans l'univers que ça les rend. Et puis toutes les scènes, quoi. Je veux dire, la saison 3, enfin, ne serait-ce que quand tu vas voir le personnage de Worf, je te spoil un micro-truc, qui choisit la voie de la non-violence pour la fin de sa vie. Mais tu te marres parce que tu te dis, tu le sens qu'à chaque fois il a envie de péter des gueules et d'égorger des gens, quoi. Et il est là, non, j'ai choisi la voie de la non-violence. Et puis en plus, tu vois, il a choisi la voie de l'amour et machin, quoi. Et ils passent tous leur temps à l'énerver en lui faisant des câlins. C'est Riker qui le prend dans ses bras, allez viens là mon petit chou, et tout pour l'énerver. Et c'est drôle, et c'est et à la fois tu sens qu'ils comprennent qu'ils sont arrivés à leur limite. Et c'est là où ça les rend un peu légendaires. Et là où tu vois, par exemple dans les vieux films, moi je te parlais des vieux films, Kirk. Kirk dans Star Trek 2, tu as la nouvelle. Le nouveau, tu sais, la Vulcaine, la Valéris, qui est donc où Spock met beaucoup d'espoir en elle, qui arrête pas de dire à Kirk, t'es vieux, t'es con, en forme Vulcaine. Faut pas faire ça, faut pas faire ci, c'est interdit, c'est pas machin. Et Kirk, il dit oui, mais c'est pas grave, c'est moi le capitaine, faites pas chier, quoi. Tu vois. Ouais, mais par exemple, tu vois, quand il fait ça, c'est là qu'on voit une adaptation, comment... Par exemple, ça nous, c'est comme pour la KTL, c'est là que tu vois que t'as l'adaptation d'une œuvre. Respecter l'œuvre ne veut pas dire la valider en permanence. Ouais. Pour ça que Kirk, en fait, effectivement, en fait, avec la Valérie et tout, qui le remet dans son contexte, en fait. Et puis même Kirk qui se remet lui-même, je crois que c'est dans le premier où il a son anniversaire et il bade à mort parce qu'il est plus capitaine. Ouais. Donc on lui offre des lunettes. Ouais, voilà, il le prend super mal, donc. Pareil pour Worf qui va choisir la voie de la non-violence et qui va le vivre extrêmement difficilement. En fait, ce sont des choses qui sont, pour moi, qui sont tout à fait possibles et qui sont même bienvenues. Il y avait Alexandre Astier qui expliquait ça que dans Kaamelott, un personnage, c'est pas intéressant. C'est pour écrire un épisode de Kaamelott, c'est pas intéressant de dire voilà, Léo Dagan, c'est un bourrin toujours en train de râler. N'importe si je file l'écriture d'un épisode de Kaamelott à quelqu'un, il va faire Léo Dagan en train de râler. Alors qu'en fait, Léo Dagan, il est intéressant quand il y a un épisode où il en a marre et il devient gentil.
bah, il est plus souple au niveau de la. Donc lui qui cramait tout le monde, en fait, bah, il a pas le moral. Et en fait, ça le fait chier. Et donc il arrête il est un peu plus souple avec avec les sentences et tout ça. Et c'est là que le personnage devient intéressant. Mais c'est parce que il respecte pour autant cette adaptation s'intègre parfaitement dans l'œuvre commune. Quand on remet Kirk à sa place, déjà, à nouveau, il y a eu Janeway avant, qui a remis salement Kirk à sa place, en disant, un mec comme ça, il part en cours martial toutes les semaines. Et le personnage de Kirk, elle lui dit, ouais, mais c'est pas bien et tout, tous les films, c'est quand même Kirk qui dit, allez les gars, on devrait pas le faire, mais on le fait quand même. Et à la fin, le mec, je crois, il a quand même volé un vaisseau pour se barrer et dit, hey, capitaine, on rentre à la base. Et le mec, il a fait, non, vas-y, on se casse. Et t'as quand même 800 types à l'intérieur qui étaient en train de bosser, qui pensaient pouvoir revenir de mission. Et jamais parce que une dizaine de vieux ont décrété que c'était quand même cool de se balader, au milieu, finir leur carrière. Donc, c'est quand même extrêmement violent, mais c'est parfaitement cohérent avec le personnage de Kirk, en fait. Donc, mais je ouais, pense voilà. que tu vas kiffer la saison 3 de Picard, parce que même La Forge arrive à un moment, il explique il vole un vaisseau, c'est pas n'importe quel vaisseau, et il explique qu'en fait il a volé plein de pièces à d'autres vaisseaux pour voilà discrètement, parce que c'est lui le conservateur du musée des grands navires de Starfleet. Ok. Donc il explique comment il fait pour passer en douce pas mal de trucs. Mais du coup, voilà, donc c'est là on a 1h03 d'épisode. Mais pour revenir à ce que tu disais, Vas-y. effectivement, tu vois, par exemple, tu parlais de Superman au début. Effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut laisser, tu vois, le carcan original. Ouais. D'ailleurs, ça porte un nom, hein, la Bible originale de Tout à fait. l'œuvre. Et après, c'est pas nécessaire finalement de l'adapter, parce que les gens ont assez de recul maintenant et assez de culture pour comprendre que c'est une œuvre de fiction. Moi, je me rappelle avec Superman dans les New 52, où ils ont arrêté, qu'il était plus journaliste, il était dans une web TV. Ouais. C'était débile, parce qu'on s'en fout. On a compris ce que c'était Superman. On a compris finalement plus ou moins ce que c'était Star Trek. Et donc, on veut voir des aventures de Star Trek. Et c'est pour ça que Lower Deck, la saison 1, a cartonné, parce qu'on veut des belles morales, on veut des situations improbables, et on veut se dire à la fin de l'épisode, ouais, il avait raison. Tu vois, réfléchir à l'épisode. Ouais. Et pardon, Strange New World. Après, je dis Lower Deck. Ah, Strange New World, oui, ça. Ouais, voilà. Après, je sais que toi, t'aimes pas trop Lower Deck. Malheureusement pour toi, hier est sorti le crossover Strange New World. Ouais, je sais, quand je l'ai appris, je me suis fait, ok, bah, c'est pas grave, ça fait partie de l'univers. Et qui est très très drôle. Et attention, je suis désolé pour toi, le prochain épisode de Strange New World, c'est un épisode musical. C'est pas grave, ça, moi j'aime bien. Voilà. Mais quand je vois Spock en 2D qui dit « Je comprends pas, mon bras dans la réalité, il fait pas ça », je trouve ça très drôle, voilà. Mais par exemple, en termes d'adaptation, je sais pas si tu as vu... donc moi j'ai terminé là la série de Bruce Timm de Superman, qui est très classique. Donc avec l'univers qu'il a apporté, qui est une masterclass, mais qui reste quand même assez moderne dans son approche. Mais il y a un nouveau dessin animé Superman qui apparaît, c'est une Magical Girl. Oui. Et voilà, c'est ça que tu avais besoin en 2023, c'est que Superman devienne une Magical Girl. Parce que c'est pas des scénaristes qui font ce genre de série. Oui, c'est des cahiers des charges. Voilà, c'est des commerciales. C'est des cahiers des charges, et qu'en fait, l'hégémonie est une hégémonie minoritaire, hein, on va dire... un packaging cuiro, féministo, etc. Parce que ça veut, en fait, ça veut plus rien dire. Hein. C'est la seule chose qu'il faut, et la cuiro, LGBT, racisé. Voilà. C'est la sainte trinité. Mais en fait, c'est ça que t'as besoin. En fait, c'est quand tu vois Superman, c'est plus la question. Alors, il y a toujours eu la question qui pour moi est fausse. Superman, c'est une métaphore de l'homosexualité parce qu'il doit se cacher, patati patata. C'est non, c'est qu'en fait, Superman, c'est celui qui est tellement universel, a un potentiel tellement universel que tout le monde se retrouve dedans, parce que quand il est sorti, c'était tous les fils d'immigrés qui se retrouvaient dedans. C'était tous les immigrés. En fait, Superman, ça peut être un immigré qui essaie de s'intégrer et de devenir un bon Américain. Il y a le côté christique aussi. Il y a le côté christique, il y a tout ça. Et donc, en fait, forcément, quelqu'un qui doit cacher son identité
Et alors, ça y est, il porte des collants, c'est forcément une tapette. Donc c'est une métaphore de l'homosexualité. Je fais putain les gars, réfléchissez un petit peu plus loin s'il vous plaît. Mais donc qu'il soit porteur de valeurs dans lesquelles on puisse se retrouver, c'est ça le truc de Superman, c'est l'utopie, c'est la foi en potentiel du bien, de l'humanité, qui vient de son côté christique. Et même la lecture de Kill Bill, qui est quand même l'antithèse de tout ce qui est Superman. Mais non, en fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est que Superman, ce soit une Magical Girl. Et donc, c'est vraiment, c'est comme ça. Regardez l'animation, il se transforme comme une Magical Girl. Donc, en fait, tu t'entends la cartouche, oui, c'est l'Ubermensch déconstruit, quoi. Et alors que Superman n'est pas peut-être qu'à une époque il a été présenté comme ça, mais c'est pas l'Ubermensch, tu vois, c'est le surhomme, mais c'est surtout, c'est comme tu dis, c'est le Samson à la base. Le principe de Superman, c'est qu'il peut tout faire. C'est l'élu des dieux. C'est un homme qui a le pouvoir des dieux, qui le met au service du plus petit. C'est ça, Samson, Superman. Samson, dans la culture hébraïque, c'est un homme de Dieu, c'est un religieux à la base. Il était destiné à rentrer, il était dans les ordres, pour faire simple. Hein. Et il a été tenté par une femme, forcément, les femmes, c'est le mal, tout ça. Mais pour revenir... donc voilà, pour revenir sur Star Trek... Tu vois, Prodigy, tu l'avais oublié dans ta liste, et je pense que ça vient de là, Star Trek Prodigy. Moi, j'ai pas accroché du tout, parce que j'ai vu un cahier des charges. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé Prodigy et l'univers de Prodigy, Star Trek Prodigy, mais c'est vraiment un cahier des charges en mode il faut plaire aux enfants. Ouais. Et ça, je trouve que l'adaptabilité du produit arrive, tu vois, à son bout, à son paroxysme. Tout à fait. Et c'est là que moi, j'ai pas du tout accroché à Prodigy. Il y a Janeway. Oui, il y a Janeway dans Prodigy, ouais. Vas-y. Et que la saison 2 de Star Trek Strange New World a des hauts et des bas. Okay. C'est-à-dire que ça fait 2 épisodes, avant celui sur le World Deck, avec le crossover, où je me suis un peu fait chier. Je suis assez curieux pour la saison 2, parce que je l'attendais, de voir un peu ce qu'ils proposent maintenant qu'ils ont fait leur gamme. Mais quand je vois la fiche de Prodigy, ce n'est pas du Star Trek. C'est-à-dire qu'en fait, tu retires Janeway de l'image. Donc moi, je suis avec l'image où ils ont... t'as tous les personnages, puis t'as Janeway sur la droite, t'as le vaisseau de... T'as le NX-76884 au-dessus. Tu retires Janeway de l'image. Tu enlèves le vaisseau et tu mets un vaisseau de Star Wars. T'as un épisode de Star Wars Rebelle. Exactement, mais c'est ce que j'ai dit au capitaine Guigui, qui lui adore Prodigy, mais moi je trouve que cette série, c'est pas du Star Trek. Et un autre truc que tu vois qui est très intéressant, on revient sur l'individualisme, hein. Star Trek avait l'uniforme. Oui. L'uniforme offre, comme le dit son nom, une uniformité. Alors l'uniformité, c'est pas pour retirer à une personne sa personnalité, mais c'est pour qu'on sache d'entrée de jeu la fonction qu'il attribue au sein de la société dans laquelle il évolue. Et dans Star Trek, c'est est-ce que t'es dans la section scientifique, est-ce que t'es dans la section technique, c'est ça, et dans la section commandement. C'est tout. Bon, après, à milieu de saison, ils ont tous l'uniforme de cadet. À la fin, là, les gamins, ils ont tous l'uniforme de cadet ? Ouais, au milieu de la saison, à peu près. Parce que du coup, ce qu'on te vend, là, c'est... tout le monde, il a un peu son truc dans son coin... alors qu'en fait, c'est pas ça, Star Trek. Star Trek, c'est à travers une multitude de personnages, après là c'est peut-être ma lecture personnelle, mais à travers une multitude de personnages au sein de toutes les séries, et tu peux même prendre en compte Discovery, tu comprends l'idéal utopique de Starfleet. Oui, ça, c'est ce que je te disais, voilà. C'est ce que tu peux apporter à la communauté. Exactement. Qui est important, et qui tu es, c'est un plus. Exactement. Et là où tu vois, dans Strange New World, je commence à avoir ce travers d'individualisme, c'est qu'on... Alors, il y avait ça aussi, mais on commence à avoir un épisode qui est centré sur un personnage. Et du coup, alors, des fois, c'est intéressant, comme le premier épisode de la saison 2 avec cet épisode en cours martial. Mais alors, des fois... spoil pas tout, j'ai pas encore trop vu, spoil pas trop. Le personnage de Spock est quand même malmené, là. Ouais, il est déjà malmené dans la saison d'avant. Ils savent pas écrire ils ne savent pas écrire des Vulcains. Des Vulcains, putain, on en avait parlé une fois, mais. Mais voilà, et j'ai trouvé que Picard ou même Lower Deck
apportait ce petit vent de folie Ouais. qu'on retrouvait dans TOS. Il y a un petit vent de folie qu'on retrouve dans TOS où par un Deus Ex Machina à la con, ils résolvent le problème, quoi, tu vois. Ouais, mais les mecs sont sérieux dans TOS. Oui. Parce que c'est à l'époque, c'était écrit à l'époque. À l'époque, les mecs, ils te faisaient, bah oui, bien entendu, t'as Kirk avec le mec de manière la plus sérieuse du monde qui te dit, bah oui, pour combattre la matière pure, faut faire de l'antimatière. Enfin, tu vois, et alors que... à nouveau, j'ai pas tout vu de Lower Deck et tout, mais il y a cette espèce de cynisme de second degré, gardien de la galaxie. Oui, ouais. Non, mais je suis d'accord. Voilà, va niquer ta mère. Enfin, je déteste. Je supporte plus cet humour de second degré qui te retire en fait tes émotions. Tu n'as plus le droit. Il y aura toujours un petit gamin de 15 ans qui va dire ah, c'est débile en fait. Oui. Et je ne peux plus. Donc c'est-à-dire c'est pas que je n'aime pas, c'est que ça a été tellement utilisé, principalement Marvel en a surabusé, que je peux plus l'approcher parce qu'en fait c'est pas drôle et c'est pas malin qu'un gamin devant un magicien te dise c'est de la magie et moi je sais que c'est faux. Et en fait c'est ça que cet humour fait. Et alors que moi ça me fait marrer de voir Kirk qui te dit qui te donne une explication complètement pétée, que tu sens que t'as un scénariste qui a lu un bouquin de philo à l'époque, vite fait de sociologie, genre oui tout à fait les femmes sont pas habituées sans pression, tu sais, il te fait oui les femmes sont pas très habituées avec les machines, j'en sais rien, tu vois, une connerie comme ça. Mais que ça reste que c'est le capitaine, donc c'est noble, et t'as tous les autres qui font oui tout à fait capitaine, cependant on pourrait constater que voilà, donc mais enfin McCoy c'est complètement con, enfin il y avait un truc comme ça qui me faisait rire, genre la question du téléporteur, que t'as McCoy qui pose toujours le paradoxe du téléporteur que tout le monde connaît, aujourd'hui serait traité avec une blague. Alors qu'à dans TOS, j'ai un bouquin, c'est Spock doit mourir. Oui. La question, elle est méga sérieuse, elle est méga grave quand ils sont en train de... Et c'est les deux mecs qui sont en train de prendre un brandy dans le fumoir. Quand tu lis le bouquin, c'est les deux quadragénaires en train de faire dans le fumoir, en train de discuter des nouvelles fraîches de la galaxie. Et d'ailleurs, perdons notre âme, ce qui fait l'essence même du divin quand nous passons dans le téléporteur, voyez-vous. Et voilà, quoi. Mais pour conclure là-dessus, moi Ouais. je pense quand une série s'adapte trop à son époque, Ouais. et notamment Star Trek, il y a une réponse immédiate qui est la fanfiction, qui est Ouais. le fan-film. Ouais. Et on a pu le voir avec notamment Prélude to Axanar à la fin d'Enterprise, et pareil avec Renegade, ou à des différents degrés de qualité, quoi, mais où les fans leur disent vous n'aviez pas compris ce qu'on attendait de voir dans cette décennie-là. Et mais par contre, et là malheureusement, faut pas. Pour moi, c'est pas des choses qu'il faut. Alors c'est un peu violent, mais accepter et comme ça, parce que c'est pas sans conséquence. Je vous donne un exemple. À force de faire de la merde, Disney a détruit Star Wars. Oui. Oui. À force de faire du Star Wars, de vouloir juste répondre à des volontés, aux attentes d'un public et des obsessions sociales et sociétales d'un public à un instant T, et de ne pas avoir préparé son histoire convenablement, parce que faut pas oublier que le premier Star Wars, la trame de fond, c'est la guerre du Vietnam, hein. Et l'Empire, c'est l'Empire américain, donc c'est quand même un truc très... si vous vous demandez, c'est avec la bataille des lunes d'Andorre, c'est un peuple qui vit dans une méga forêt et qui se font défoncer par un empire ultra technologique. Donc en fait, l'empire du mal, c'est l'Amérique. Donc il y a une lecture très, on va dire, de gauche qui correspond après avec l'obsession de la guerre du Vietnam, en fait, tout simplement, et que les gens rejetaient en masse cette guerre par la suite, les hippies et tout. Et en fait, là, non, ça a été distillé au sein d'un récit universel. Alors que là, c'est devenu le fer de lance du récit. C'est devenu la raison première du récit. Et donc, ils ont, à coup de mauvaise création, la fanfiction, ça réparera rien. La fanfiction, ça met du baume au cœur, sur un cœur brisé. Ou ça complète un truc, mais dans ce cas-là, ça ne fait que mettre un baume au cœur sur un cœur brisé, parce que Star Wars, pour l'instant, moi je le dis, il est mort. Hein.
Ils ont tué Star Wars, ils l'ont enterré, et on s'en fout que Boba Fett, t'as 3 épisodes qui sont sympas, on s'en fout que Mandalorian, ce soit sympa. Au final, qui attend un Star Wars ? Vraiment. Qui attend un Marvel ? Qui attend un Marvel ? Et encore, Marvel... Mais Star Wars, ils ont détruit l'une des plus grosses... c'est pas la plus grosse franchise du cinéma, que même Lucas, avec le torrent de chiasse qui s'est pris avec sa prélogie, qui est passablement injustifié, il n'a pas détruit, tu vois, parce que juste après la prélogie, t'avais toute la saga des jeux, les KOTOR et compagnie, et l'univers de Star Wars, il a continué à exister, t'avais l'univers étendu, et Disney, il arrive à le détruire. Donc faut pas prendre non plus les problèmes, les adaptations médiocres et les défauts d'adaptation, surtout quand elles deviennent canoniques, hein, parce qu'à nouveau, maintenant, vous avez une timeline définie dans Star Trek. Ça veut dire que dans 3000 ans, je crois, c'est ça. Donc, c'est quand DS9 ? 2380, mais par rapport à TOS, on est à 120 on est à ans. une centaine d'années, ouais. Ouais, voilà, en gros, je crois que dans 2900 ans, Starfleet aura été détruit. Parce que je crois qu'il fait un bond de 3000 ans. Oui, 3200. Ils sont en 3200. Donc voilà, dans 3000 ans, tu sais que Starfleet a échoué. Voilà, ça c'est parce que Burnham, et c'est canonique. Parce que dans la série, heureusement qu'il y avait Burnham, heureusement que Spock, il avait Burnham pour faire son parcours émotionnel, on en a déjà parlé. Mais donc voilà, donc faut faire très attention avec les adaptations, et pour moi, les fanfictions, ça met juste à ce niveau-là, ça met juste du baume au cœur. Et je ne parle pas à ce moment-là, je ne critique pas ceux qui ont aimé la série. T'as le droit d'avoir aimé Discovery. Moi, je fais partie des premiers où j'ai fait c'est sympa. Et en fait, j'ai eu un plaisir dégressif. Discovery, je l'ai découvert entre guillemets de la meilleure manière, c'est qu'en même temps, je regardais TOS et en fait, les épisodes se répondaient involontairement. C'est-à-dire que j'étais tombé sur comment il s'appelle. Espèce de magouilleur de l'espace, là, avec ses femmes robots. Ah, Mud. J'ai découvert Mud dans TOS, et l'épisode d'après de Discovery, je trouvais l'épisode de Mud. Enfin, c'était incroyable. Mais voilà, c'est mine de rien, ça casse. Ça peut casser des choses qui ne seront jamais refaites. Donc voilà. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis sur le côté... Après, je pense que ce qu'on peut leur demander, c'est de ne plus s'adapter parce que le monde va trop vite. Dans les années 60, il fallait 15 ans pour que les idées changent. Dans les années 90, il fallait 5-6 ans. Et dans les années 2010, il faut 2 ans. Oui, il y a la fameuse loi de les années d'Internet, c'est des années de chat. Voilà, ouais. C'est une année vaut 7 ans. Sans Internet, c'est 7 ans. Et du coup, écrivez des histoires. Et on l'a vu, hein, les vrais succès maintenant au cinéma ou dans plein de trucs, c'est des gens qui écrivent des histoires et qui s'en foutent de... Je vois Dune. Enfin, c'est fou le succès de Dune. Ou de Barbie. Ouais. Là, elle prend un objet, les mecs qui prennent un objet classique et ils écrivent une histoire. Dune, moi j'ai des amis à moi qui n'ont jamais été SF et qui ont été acheter tous les livres. Qui ont été acheter un livre et qui me regardent en disant... du coup, c'est bien le film 1 que je suis en train de lire. Et je regarde le livre, je fais non, là tu vas te lire, tu vas te spoiler le livre, enfin le film 1, 2 et 3. Ah bon? Mais j'ai vu qu'il y avait 4 autres livres. Mais ça, c'est la suite après, des autres films, quoi. Et du coup, tu vois, le mec, il est arrivé, il a dit bon, là, je reprends une œuvre qui existe, mais je vais raconter une histoire. Et les gens qui osent raconter des histoires, pareil, Batman, avec le Batman de Nolan. Ouais. J'ose raconter une histoire sur un truc qui existe déjà. Ouais. Et ainsi de suite, tu vois, prendre des risques. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour le Batman, c'est que l'un des personnages qui, pour moi, c'est le Joker, qui est le plus intéressant. C'est que c'est pas le Joker n'est pas intéressant en soi, mais quand tu regardes les Jokers au cinéma, les Jokers représentent vraiment la société qui les ont générés. C'est-à-dire, t'as le mec un peu fou, mais quand même un peu glauque de Nicholson. T'as le terroriste, littéralement, chez Nolan. Et puis, t'as le pimp creux de chez DC. Parce que le Joker de Jared Leto, c'est juste un mec qui se la joue avec des... comme ça. Mais il est creux, il est complètement vide. Donc, c'est juste de l'apparence. Donc, on est période réseaux sociaux. Ouais.
Et puis t'as le dernier, c'est un chouineur, la société la société, elle m'a fait du mal, c'est l'offensé quoi. C'est l'opprimé qui est le Joker de comment il s'appelle avec Joaquin Phoenix. Et Ouais. du coup c'est marrant parce que tu vois comment est-ce que ça en fait un moins bon Joker? Non, il est intéressant. Bon déjà il est trop vieux pour Batman. Enfin je veux dire j'avais fait un dessin là-dessus. Si tu regardes la timeline, le jour où Batman il est au prime de sa force, mais le Joker il survit pas au premier round. Hein. Il se relève plus, il est obligé d'avoir une poche à caca après pour toute sa vie. Hein. D'où la théorie des 3 jokers. Ouais, la fameuse théorie des 3 Jokers, qui est un peu pétée. Hein. J'adore le Un dessinateur. Joker mais War, ouais. incroyable quoi. Enfin, j'ai lu ce truc-là, j'ai fait waouh, ils sont allés jusque là. Mais donc voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Le tour, ouais. Conclusion, les adaptations, c'est bien, mais il faut faire gaffe. Et surtout, il faut respecter l'adaptation. Pour moi, la conclusion, c'est que l'adaptation, comme tu l'as dit, comme tu l'as démontré, elle est inévitable et elle est au centre même de l'ADN d'une œuvre, puisqu'elle découle de ses auteurs et qu'elle découle de son média de diffusion et donc de ses obsessions. Cependant, pour répondre, l'adaptation a le droit de garder le discours sociétal ne donne pas une légitimité d'existence dans n'importe quelle œuvre. En fait, c'est pas l'œuvre ne doit pas se plier aux obsessions de l'époque. Elle n'est pas obligée de le faire. En fait. Puis elle doit rester intemporelle. Voilà. Et voilà, et c'est comme ça que l'œuvre pourra rester intemporelle, parce que sinon elle devient has-been. Où elle cristallisera juste une époque. Comme, par exemple, on a pas mal de films qui cristallisent l'ambiance années 80, une manière de penser, je pense, on pourrait dire quoi, E.T. E.T., ouais. E.T. qui est le trauma des premiers parents divorcés, tu vois, des enfants de parents divorcés ou des parents séparés. War Games. La War Game, c'est la vibe années 80. La drôle de journée de Ferris Butler, voilà, bref, il y en a plein. Fight Club. Voilà, 80. Qui représente vraiment une mentalité d'une certaine génération, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a quoi, 1 minute 24, quand ceux qui voulaient qu'on fasse ça en 45 minutes, c'est dédicace pour vous. Oui, mais grâce à nous, vous avez fait 2 heures de sport. Remerciez-nous, Voilà, c'est vous vrai, avez gagné 2 ans de vie. C'est vrai, si vous écoutez les podcasts en faisant votre séance de sport, vous savez que vous avez au minimum 1 heure de sport dans les dents, et ça c'est beau. De rien, ça nous fait plaisir. On est là pour vous. Mais voilà, donc à vous aussi de nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a dit. Ouais. Est-ce qu'une œuvre doit s'adapter à son époque ou elle doit rester plus ou moins distante de son époque pour transcender l'espace et le temps, pour qu'on puisse la reconnaître et puis qu'on puisse juger de sa véracité. Si vous pensez tout le contraire, vous pouvez nous le dire aussi dans les commentaires, que ce soit sur Ocha. Maintenant, on est sur Amazon. Voilà. Côté et de puis, Picard. ouais, et puis bientôt sur YouTube aussi. Est-ce qu'on a un thème pour la prochaine émission déjà? Serait J-World 2, saison 2, Allez. Je me la boufferais bien pour en parler et de voir justement, une fois qu'on a fait les gammes, qu'on a montré qu'on pouvait les gérer, comment on peut, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on peut foirer ou pas. Puis surtout quand on subit le syndrome du Titanic. Waouh. Eh ben oui, parce que nous on sait comment ça va finir. Ah ben oui. Et oui, et donc c'est comment est-ce qu'on rallonge la sauce. C'est vrai. Donc et vous voulez un bon exemple de comment du syndrome du Titanic, c'est Dragon Ball Super. Oui. Ils ont juste dit ça se passe 10 ans, dans les 10 ans entre Boo et l'arrivée de Oob et GT, ouais. et ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Avec Granola. Le mec qui s'appelle Granola. Tu fais putain, mais les mecs, mais ils s'arrêteront jamais, quoi. Donc voilà, si vous voulez déjà avoir une réponse de mon point de vue, Dragon Ball Super. C'est pas très super. Voilà. Allez. Bon. Allez, et bien sur ce, abonnez-vous. J'allais dire ciao, bon dimanche, abonnez-vous, likez. Profitez, vous êtes répondez. De plus en plus nombreux. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, arcady.picardie, arcady.picardie comme la région, mais pas de E à la fin. Il y a une super carte de la Terre du Milieu en ce moment. Non, Skyrim, bord de ciel. Ah merde, là j'ai cru que c'est la Terre du Milieu. Mais non, je suis pas très joli. Ce sera bientôt ça.
D'accord. Ouais, Et puis moi, il y a mes aventures dans mon école, avec mes bourricots d'étudiants. Voilà. Allez, bisous à tous. Bisous, ciao. Ciao.